Merci d'être là, surtout à cette période du salon. On est vers la fin, tout le monde est un peu fatigué. Faut que je me décale, merci. Donc là, on va discuter un peu du sujet. On reboucle vers le début de la conférence où il y a eu la table ronde, vous savez, sur qu'est-ce que ça veut dire l'open source AI definition. Ça avait bien chauffé un petit peu, c'était sympa comme discussion. Là, je suis tout seul, donc ça chauffera peut-être à la fin lors des questions, mais là, moi tout seul, je vais être tranquille. Donc je l'ai appelé d'OpenAI à Open Source AI, et ce que je vous propose, c'est de naviguer un peu dans les eaux troubles qu'on a entre les deux extrêmes de propriété commerciale et d'ouverture collaborative quand on parle de LLM. Donc je me présente, je m'appelle Raphaël CBT. J'ai découvert Internet et l'open source en même temps quand j'étais en école d'ingénieur dans les années 90-94 par là. Je bosse chez Worldline depuis 99, je suis basé à Paris. Ça, c'est les éléments si vous voulez me suivre. Mais c'est plutôt à la fin si vous direz si c'était intéressant, si vous voulez m'insulter ou ce genre de choses. Je vais rentrer direct dans le sujet, c'est 20 minutes, c'est une présentation que je fais carrément dans le double du temps d'habitude. Donc j'ai enlevé plein de slides, il y a des choses où je vais passer assez vite, mais si vous avez des questions, on peut en discuter quand même. En gros, avec le recul que j'ai sur comment on a construit collectivement Internet et comment l'open source a aidé à faire ça, mon postulat aujourd'hui, c'est dire la GenAI, elle traverse les mêmes étapes et on est dans ce que j'appelle le moment Linux de la GenAI. Okay, pourquoi? Parce que comme l'open source, comme l'Internet, ça a démarré dans des labos, qui soient militaires ou dans les universités, avec des chercheurs qui avaient l'habitude de réutiliser des travaux qui sont faits par d'autres chercheurs, de construire en top. Donc c'est pour ça qu'il y a cette habitude de publier. D'ailleurs, même Meta, Mistral, tous ceux qui ont des business models, ils ont toute une partie recherche où ils font travailler des PhD et tout, qui vont essayer de faire avancer la recherche. Okay, on est rentré dans l'ère de la hype vers les années 2020-2022 avec ChatGPT, la démocratisation et le changement finalement des attentes des utilisateurs. Donc une adoption massive par les individus. Et on est rentré très peu après dans le monde de l'entreprise et du business où on parle de milliards de dollars qui sont investis, alors sous forme de machines, sous forme d'accords. On voit OpenAI et Microsoft, les accords qu'ils peuvent avoir. Et donc, on a vu la valeur que ça avait, ces modèles-là, et notamment la valeur commerciale des modèles, quoi. Et si ça suit un peu la même tendance, ce que je prédis, c'est qu'une partie de ces composants-là, ça va devenir des commodités. Comme ce qu'on a fait avec l'open source, comme ce qu'on a fait avec les infrastructures d'Internet, etc. Des commodités, des briques avec lesquelles on va pouvoir construire des murs, puis des maisons, puis des villes, puis etc. Donc on va passer à un niveau supérieur en fait de complexité. Donc ça, c'est la même courbe que l'open source, mais ça va beaucoup plus vite. On l'a vu en quelques années, là, et on en parlait dans les conférences d'avant, toutes les 2 semaines, il y a un nouveau modèle, il y a un nouveau ranking, il y a un nouveau framework, et ça ne va pas se terminer. Heureusement, les frameworks ne sont pas encore stables, comme disait mon ami Philippe Prados. Et donc, ce que je propose, c'est, puisqu'on a du recul par rapport à ce qui s'est passé dans l'open source, bah, c'est d'anticiper et de voir ce qu'on a appris avec l'open source pour voir comment on peut analyser ce phénomène qui se passe très vite et qui est un peu compliqué à analyser de notre part. Et un des moyens pour ça, c'est de regarder la partie licence. Parce que la partie licence, moi, dans l'open source, dans ma boîte, quand j'accompagne des projets ou des clients, ben, cette partie licence, elle n'est pas souvent vue au départ et on découvre des choses après coup, c'est plus compliqué à corriger. Et ça permet de donner une grille de lecture intéressante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la licence d'un modèle, en fait? Mais d'abord, avant de répondre à cette question, c'est qu'est-ce qu'un modèle? Donc là, je ne vais pas essayer de définir ce que c'est un modèle ici. Ce que je suis allé faire, c'est que je suis allé voir les gens dans mon entreprise qui font de l'AI et qui sont chercheurs. Et je leur ai posé la question de dire, quand je regarde un modèle de langage, quels sont les composants que je dois regarder pour savoir à quel point c'est ouvert, à quel point je peux le réutiliser ou quels sont les éléments qui pourraient me bloquer dans l'utilisation que je vais en faire. Et ils m'ont dit, il y a un certain nombre de points. Quel que soit le type de modèle, que ce soit un modèle fondamental qui a été entraîné sur un large set de données, un modèle plus spécialisé, dit fine-tuné, ou un modèle encore plus fine-tuné avec l'aide et le renforcement humain, la première chose, c'est le modèle lui-même. Mais ce que m'ont dit les chercheurs, ils m'ont dit l'algorithme du modèle, le code qui implémente le réseau de neurones, etc., c'est pas tant ça qui est important, puisque nous, chercheurs, dès qu'on a lu un papier qui est publié et tout, on est capable de réimplémenter ce modèle-là relativement facilement. Ce qui va être intéressant, c'est les poids. Donc les poids, c'est la configuration finale après l'entraînement du réseau de neurones. Okay, il dit ça, c'est est-ce que les poids sont disponibles? Donc on parle d'open weight. Il y a des modèles qui se disent open weight parce que les poids sont disponibles. Donc avec les poids, je peux recréer le modèle et donc en faire une instance et éventuellement le fine-tuner, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les données.
Donc là, gros débat hier matin sur oui, mais les données, est-ce qu'elles sont accessibles? Est-ce qu'on peut y avoir accès? Ou est-ce qu'on peut avoir des métadonnées sur ces données-là? Il y a deux types de données, en tout cas, dont il faut regarder la transparence ou l'ouverture ou la capacité à utiliser. C'est les données qui ont servi au pre-training. Donc ça, c'est le large set de données, mais vraiment genre Wikipédia, l'ensemble des bouquins auxquels on avait accès, etc., qui ont été engrammés dans le modèle fondamental. Et les données de fine-tuning qui vont servir à faire des versions plus spécialisées ou plus efficaces en fonction de l'usage qu'on va avoir du modèle. Donc fine-tuning dataset. Un autre point important, lorsqu'il y a du renforcement par l'humain ou DPO maintenant avec les mêmes méthodes, mais c'est un peu similaire, on va avoir un modèle intermédiaire, ça on n'en parle pas souvent, qui est lui, en se basant sur les réponses des humains, va ensuite généraliser cette action de l'humain pour corriger et passer par exemple d'un modèle complètement fondamental générique à un modèle de chat ou un modèle dit instruct, donc qui est capable d'interagir avec des humains en respectant un certain nombre de règles. Donc est-ce que ce modèle-là est disponible? Est-ce que j'y ai accès? Est-ce que je peux le modifier? Et puis, en termes de code, ce qui est important, m'a dit le chercheur, à nouveau, c'est tout le data processing code, c'est-à-dire tout le code qui permet de prendre le dataset, le manipuler, le découper, le nettoyer, l'envoyer dans le modèle, récupérer les choses, etc. Tout ça, ça a de la valeur parce que c'est ça qui va accélérer le fait qu'on puisse nous s'approprier le modèle et le reconstruire chez nous pour pouvoir le réentraîner ou le modifier si on change des choses dans le dataset. Donc ce que j'ai proposé à partir de ça, c'est de créer une espèce de matrice très bête qui reprend ces différents artefacts là ou composants. Donc modèle, dataset, reward model et processing code. Et puis d'essayer d'évaluer. Bon, j'aime bien les méthodes où j'évalue, c'est pour ceux qui me connaissent. Un scoring de 0 à 4. 0, ça veut dire que c'est complètement fermé, c'est la boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. 4, c'est complètement ouvert au sens de open source, c'est-à-dire qu'on a accès à la source du composant, on peut le modifier et on peut le réutiliser sans limitation. Et entre ces extrêmes-là, il y a des articles de recherche qui sont publiés et puis c'est tout. 2, on a un accès, mais il faut un accord spécial, soit commercial, on a payé, soit on est dans une démarche de recherche et donc c'est des accords de recherche qui sont et on peut accéder. Et 3, c'est ouvert, on peut l'utiliser, on peut le modifier, mais il y a des restrictions qui s'appliquent. Et ce que je propose maintenant, c'est d'utiliser un peu cette carte pour naviguer là, sur ces eaux troubles dont je parlais et essayer de voir un peu différents exemples de modèles. Alors, il y en a tellement, mais c'est juste quelques modèles assez connus pour voir et essayer d'identifier les points ou les récifs qu'il faudrait anticiper pour ne pas se faire mal quand on veut naviguer tout ça, quoi. Donc, on va commencer par OpenAI. Ce n'est pas forcément ceux qui ont vraiment commencé dans toute cette histoire des LLM, mais c'est eux qui sont à l'origine de la hype avec ChatGPT. Donc, je trouvais que c'était intéressant de commencer par eux. Donc OpenAI, le nom était plutôt clair au départ. C'était une organisation à but non lucratif aux États-Unis dont le but était de faire avancer la connaissance de l'humanité, l'IA pour le bien de l'humanité, etc., etc. Elon Musk était dedans, il ne l'est plus, on voit bien. Aujourd'hui, il leur fait des procès, c'est le 4e, etc. Bon, tout ça, c'est des positionnements, c'est des guerres d'ego aussi. Mais on voit bien pourquoi Elon Musk il n'est pas d'accord, parce qu'au départ, le modèle, lui, il était complètement ouvert, on pouvait l'utiliser, le modifier, le réimplémenter comme on voulait. Pas tant d'informations que ça sur le dataset ou sur le code pour le faire, mais en tout cas, le modèle, lui, était open, on va dire. À partir de la version 2, on est rentré dans la hype. C'est là où est sorti ChatGPT avec la version 3. OpenAI a vu la valeur, et Microsoft aussi, clairement, de tout ça. Et donc là, ils ont tout fermé. Là, on est passé à niveau 0, tout est fermé. On ne sait pas ce qu'il y a dans ChatGPT 3, 4, 4o, O1 et toutes les nouvelles versions. Donc, ils ont complètement tout fermé. ChatGPT, c'est décrit dans un article de recherche et on n'a pas tellement plus d'infos que ça. Donc ça, c'est intéressant de remarquer le changement qu'il y a eu de posture. Vous voyez, hein, on est dans les labs, on a l'habitude, on fait de la recherche ouverte, et hop, on rentre dans un monde où là, il y a du business et on commence à avoir une posture commerciale. Donc on ferme tout. Mais il y a un autre point qui est important à regarder, c'est pour ça que je dis regarder les licences et prendre ce réflexe, c'est intéressant, c'est quand on regarde le détail des termes d'utilisation d'OpenAI, il y a un passage qui est hyper important pour moi qui dit vous ne pouvez pas utiliser des résultats générés par nos modèles pour entraîner des modèles qui vont entrer en compétition avec OpenAI. Hyper important pour la suite, vous allez voir. Donc là, interdiction en gros d'entraîner des LLL commerciaux. Okay. Ou alors, il fallait discuter avec OpenAI, à mon avis, ça risque d'être assez intéressant.
Deuxième acteur, Google. J'aurais pu commencer par eux parce que c'est eux qui ont débloqué le L de LLM hein, avec le papier, l'architecture transformer et le mécanisme d'attention. Okay, ils ont implémenté BERT, qui a implémenté cette architecture transformer. Là, c'était bien ouvert au niveau du modèle, bien ouvert au niveau du code. Au dataset, l'accès était restreint. Donc, si on montrait patte blanche, on pouvait avoir accès à quelque chose. Pareil, avec l'explosion, la hype des LLM, Google, qui est aussi une entreprise commerciale, s'est dit, bon, alors ils se sont cherchés sur les modèles, ils ont fait Palm 2, enfin 1, 2, et après ils ont sorti la famille de modèles, Gemini, maintenant qu'on connaît, où là c'était fermé également. Donc même posture, même changement de posture qu'OpenAI, avec, c'est décrit dans des papiers de recherche, mais c'est à peu près tout. Mais ils ont été plus pragmatiques plus récemment. Ils se sont dit, OK, on va garder cette vision. On a quelque chose pour l'entreprise sur lequel on va faire du business, etc. Mais on va sortir une deuxième famille de modèles qui s'appelle Gemma, qui, elle, est ouverte. Donc, je ne dis pas open source hein, pour l'instant, je ne peux pas. Avec certaines limitations qu'on va voir. Le dataset, on n'a pas trop d'informations, on a juste quelques descriptions qui sont faites dans les documents et les PDF de recherche. Je suspecte que c'est le même dataset plus ou moins que Gemini. Okay, mais on ne peut pas être sûr. Et en revanche, sur la toolchain, il y a 4. Pourquoi? Parce que eux, leur objectif, très clairement, c'est que les gens s'emparent de Gemma et fassent des fine-tuning de leur modèle et créent leur propre version, leur propre modèle. Et donc, ils donnent tous les outils pour qu'on le fasse. Donc, à la mode Google, hein, adoptez-nous, allez-y, c'est super, quoi. Donc ça, c'est bien. Juste, pourquoi ils n'ont pas 4 en termes d'ouverture sur le modèle? C'est parce qu'on a cette notion de responsible AI qui rentre en ligne de compte. Donc la responsible AI, c'est dire, waouh, l'AI c'est puissant, on l'a vu, ça permet de faire plein de choses, ça peut nous dire, nous expliquer comment créer une bombe, comment faire un certain nombre de choses. Et donc on voudrait interdire certains usages qui seraient mauvais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire mauvais? Là, c'est un jugement de valeur qui rentre en compte. Et donc, c'est pour ça que Gemma dit bah, vous ne pouvez pas faire d'activités illégales, de la violence, etc., etc. avec ça. À partir du moment où on met de la restriction sur l'usage, par la définition de l'open source, c'est plus open source. Mais en revanche, c'est ouvert. On peut le faire si c'est pour d'autres types d'usages. Mais c'est à savoir. Parce que la décision de mauvais d'un autre, par exemple en Chine, aux États-Unis, en France, ça ne va pas forcément être la même. Donc c'est intéressant d'aller regarder ce genre de définitions. Par exemple, quand on est dans le domaine de la santé. J'aurai un exemple un peu plus tard. Donc changement de posture aussi de Google, mais on voit ils ont été plus pragmatiques et ils sont revenus un peu sur leurs originaux. Les autres, je passe très vite, les gros acteurs, que ce soit Cloud Service Provider, GAFAM, etc., bah, ils essayent tous de rattraper leur retard. Donc soit ils créent leur modèle, ouvert ou pas, soit ils s'associent sur l'infrastructure, on l'a vu, Microsoft, Amazon, Oracle avec Elon Musk, il se passe des choses en Chine, je passe sur les détails. Il y en a un dont je n'ai pas parlé, c'est Meta. Meta, il est différent. Parce que déjà, il n'est pas Cloud Service Provider. Il est GAFAM, mais il n'est pas Cloud Service Provider. Donc, il n'a pas à vendre de l'infrastructure véritablement. Alors, est-ce que c'est ça ou pas qui a fait la posture qu'ils ont prise? Eux, ils avaient commencé aussi pareil dans l'Open avec Roberta. Du nom, vous déduisez que c'est lié à BERT, hein, du côté de Google. C'était complètement ouvert. Sur le dataset, ils avaient même donné plus de visibilité, plus de transparence. Avec la hype des LLM, pareil, ils ont commencé à fermer un certain nombre de choses. Le dataset et le code, on partage plus. Mais par contre, ce qu'on va partager, c'est les poids. Donc, selon la définition que j'ai faite avec mon chercheur, là, on va considérer que c'est ouvert. En revanche, ils ont mis des limitations, parce que c'est quand même une entreprise commerciale. Donc, première limitation sur la version 2, c'est vous ne pouvez pas utiliser la licence dite open si vous faites plus de 700 millions d'active users par mois. Donc c'est des gros, hein. C'est si on commence à avoir un gros Yamaha as a service qu'on fait ça. Mais on voit bien que là, il y a une première posture de dire « Ah, je fais une restriction, je suis en train de dire attention, venez pas rentrer en compétition avec nous, c'est quand même notre code, on fait ce qu'on veut avec. » quoi. Donc première limitation qu'il faut connaître. Deuxième limitation intéressante, sur la version 3, c'est de toute façon, ils ont resserré un peu la maille en disant « Maintenant, si vous faites un modèle dérivé, ce qu'on autorise à faire, en revanche, il faut préciser que ça a été fait avec Meta Llama 3. Et d'ailleurs, le nom du modèle doit commencer par Llama 3. Voilà. Donc on voit là aussi, il y a une histoire d'image, de marque et d'essayer de protéger un petit peu les avantages concurrentiels. Donc ça, c'est le genre de choses il faut faire attention aussi lorsqu'on va adopter un modèle en fonction de ce qu'on prévoit de faire après par la suite. Donc, puisque Yamaha, malgré ces limitations-là, a autorisé l'utilisation des modèles, bah, il y a des gens qui ont commencé à le faire. Donc, des universitaires aux États-Unis, Stanford, avec Alpaca, puis Vicuna, donc, bon, qui a dit que les chercheurs n'avaient pas le sens de l'humour, hein, Yamaha, Alpaca, etc. Bon. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont récupéré Yamaha.
et puis ils l'ont fine-tuné, ils l'ont réentraîné avec des données supplémentaires. Donc le niveau d'ouverture, selon ma méthode, hein, qui vaut ce qu'il vaut, des deux premiers, il hérite du modèle fondamental, donc, sur lequel ils se basent, et eux, ils ont rajouté leur dataset pour faire le fine-tuning. Point intéressant ici, double héritage. Héritage du niveau d'ouverture, de fermeture de YAMA 2, mais héritage aussi sur la partie fine-tuning. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé des résultats d'OpenAI à travers le site qui s'appelle ShareGPT, qui est un site collaboratif où les gens partagent leurs prompts et les réponses. Ils ont utilisé ce site-là pour générer leur dataset de fine-tuning. Rappelez-vous la limitation qu'avait mis Llama, vous ne pouvez pas entraîner des modèles qui rentrent en concurrence avec nous. Donc directement, c'est des chercheurs, eux ça leur va très bien, mais on ne peut pas utiliser ces modèles-là pour faire du business. Ou alors sinon on va avoir des problèmes. Alors c'est jamais de passer devant une... Bah, c'est ça. Donc là, qui rentre en compétition. Donc c'est pas passer devant un juge, mais clairement, on ne pourra pas faire de business avec ça. À un moment donné, OpenAI pourrait arriver et dire eh oh, moi, mon intention première quand j'ai partagé machin, c'était pas que tu utilises ça pour entraîner ton modèle. Et on l'a vu, hein, ils ont vu que TikTok utilisait beaucoup leurs trucs, ils ont fermé le compte de TikTok. Voilà, il s'est passé des choses de ce point de vue-là, quoi. Donc ça, c'est un point important à retenir. Mais à partir de là, il y a d'autres projets, initiatives. Je vais aller vite là sur le truc parce que je ne sais pas combien de temps on a. Du coup, on a démarré un peu en retard. Il y a d'autres initiatives qui sont créées pour dire bon, bah, nous, on veut créer déjà des modèles fondamentaux qui soient plus ouverts. En tout cas, on veut refaire des choses. Donc, j'en ai cité quelques-uns ici. Donc, il y en a qui sont aux États-Unis, organisation à but non lucratif. Ça, c'est Elifer AI. Il y en a qui sont aux Émirats. Ça, c'est le modèle Falcon. Il y en a, c'est issu de la recherche. J'ai vu que TOC se basait sur Bloom, notamment pour certains de ces modèles qu'ils avaient fine-tuné. Donc, c'est que c'est possible. Il y en a qui sont aussi de la recherche. Et puis, j'ai mis Mistral, qui est entreprise française. Okay. Ce qui est intéressant à regarder, sans rentrer dans le détail de ces tableaux-là, c'est qu'on voit à peu près du vert. Donc qu'il soit foncé ou clair, c'est que globalement, ils essayent d'ouvrir les choses à la fois au niveau du modèle et de la réutilisation, à la fois au niveau des datasets, donner plus de visibilité sur ces datasets-là et sur les fait de pouvoir les réutiliser. Et sur le code, soit le code est complètement ouvert, mais ça va être le code de data processing, ce genre de choses, soit on a des instructions générales. Okay. Je ne rentre pas dans le détail, on le voit juste ici, il y a un cas particulier qui est Mistral, mais ça s'explique par leur positionnement. C'est une boîte commerciale. Clairement, le dataset, ils ne vont pas révéler quelle est l'origine des données sur lesquelles ils ont entraîné leur modèle. En revanche, Mistral pousse beaucoup à ce qu'on réutilise et qu'on fine-tune leur modèle à nouveau, etc. Bon, après, Mistral, ça bouge beaucoup. Je ne peux pas rentrer dans le détail. Dans la version longue de ma présentation, j'analyse le modèle de Mistral parce que c'est intéressant. Ils ont plein de modèles différents, plein de manières de distribuer leur modèle, ouvert, pas ouvert, pour production, pas pour production. Mais là, je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Mais il y a plein de choses à apprendre. Et finalement, ce qui montre, c'est qu'on retrouve un mécanisme et un positionnement qu'on a vu dans l'open source avec l'open core ou avec version enterprise, version community, etc. C'est un peu ça qu'on retrouve un peu chez Mistral, quoi. Mais bon, les choses bougent beaucoup dans ce domaine-là. Ce qu'il faut retenir ici, c'est par exemple, si je prends le modèle de Falcon, et ça c'est un problème parce que sur Hugging Face, alors peut-être que ça a changé, mais la dernière fois que j'avais regardé, sur Hugging Face, Falcon, il est marqué comme licence Apache 2. Moi, je suis allé regarder la licence de Falcon et ils disent on est basé sur Apache 2 et d'ailleurs, lisez avec attention la licence parce qu'on l'a modifiée. Et en fait, ce n'est pas open source. Pourquoi ? Parce que ils ont limité. Ils disent vous ne pouvez pas faire de as a service avec Falcon. Donc à nouveau, si vous voulez faire adopter un LLM pour offrir un service et commencer à monter un business model et tout, attention à ce genre de conditions qui sont un peu cachées. Eux, ils ne le cachent pas, mais c'est pas super visible. Et sur Hugging Face, c'est pas visible non plus. Donc point, attention aux licences open source qui sont modifiées. Mais à partir du moment où on a des modèles fondamentaux qui ont été créés, avec l'idée initiale, que ce soit Gemma ou Llama aussi, de dire vous pouvez faire des modèles dérivés, fine-tunés, il y en a d'autres qui s'en ont emparés, qui l'ont fait. Donc par exemple, il y a Databricks aux États-Unis, une entreprise qui a créé Dolly, pas très cher, pour montrer que c'était faisable. Depuis, ils ont racheté une autre boîte qui fait d'autres modèles, etc. Mais ce qui est intéressant sur Dolly, c'est qu'ils sont partis de GPTG, le modèle d'Elither, qui avait sur le slide précédent. Et puis, ils ont rajouté leurs propres données pour faire le fine-tuning. Et là, ils ont dit, c'est des données qu'on a créées nous-mêmes avec nos propres employés et tout, et on autorise n'importe qui à l'utiliser. Et on voit que Dolly, il a été utilisé par Bloomchat pour fine-tuner le projet Bloom, qui venait du monde de la recherche européen, pour faire du fine-tuning de Bloom,
donc qui s'appelle Bloomchat. Et Lion, qui est un autre dataset qui vient plutôt du côté de l'Allemagne. Okay. Sur les reward models, alors quand c'est applicable, c'est-à-dire quand ça a été réentraîné avec du feedback humain, soit on n'a pas l'information, soit on le verra sur les 2 dernières colonnes, je vais les commenter après. Okay. Ce qu'on voit aussi, c'est Zephyr, intéressant, ou même pour le coup LLM 360, bah, eux ils ont fait la même chose que les projets de recherche universitaires américains, c'est qu'ils sont partis de données qui venaient d'OpenAI. À partir de là, bam, on a la limitation d'OpenAI qui dit bah, vous ne pouvez pas faire de la compétition avec nous. Pourtant, Zephyr, on le voit, ils sont partis de Mistral, qui est une version qui vient d'une entreprise commerciale. Donc on voit que ça peut se mixer et qu'on peut avoir plusieurs couches qui se posent et plusieurs contraintes et conditions qui vont s'appliquer à l'utilisation qu'on va avoir du modèle. Donc c'est là où il faut être un peu prudent. Sur le reward model, ils ont quand même publié un certain nombre de choses. Et puis le code en général, il est disponible soit carrément sous licence open source, soit sous des licences type OpenRail. OpenRail, ça veut dire Open Source Responsible AI License. Donc c'est typiquement, ne faites pas des choses méchantes ou mal avec cette solution-là, quoi. Les 2 derniers sont intéressants aussi parce que eux, ils sont partis ils visent LLM 360, on le devine à partir du nom, et Olmo, ça c'est de la Elan AI Institute, qui ont dit nous on veut chercher à faire le modèle le plus ouvert possible. Il y a une espèce de course aussi à dire nous on va être plus ouvert que les modèles précédents. Donc il y en a d'autres maintenant qui le font. Il y a IBM, il y a Apple aussi qui a des versions un peu ouvertes de tout ça. Donc eux ils sont partis sur complètement de l'open source. Bon, côté LLM 360, le problème il est là. Côté Olmo, ce qui est intéressant, c'est que là, vraiment, ils ont clairement identifié leur dataset, ils ont mis des licences très claires dessus, les ont nommées pour que d'autres puissent les réutiliser, puissent les modifier. Donc Dolma pour le pre-training, Toulouse 2 pour le fine-tuning et carrément pour tout ce qui est préférence, donc spécialisation via le système DPO là, de préférence des modèles, Ultra Feedback sous licence MIT. Là, ce n'est pas en vert foncé parce que c'est des licences Responsible AI, où clairement, là, on retrouve sur Olmo, bah, pas d'usage militaire, il faut préciser que c'est une machine qui a généré le texte, pas de biometric processing, pas de choses qui sont en lien avec la Predictive Administration of Justice, Law, Immigration, Asylum. Donc là, attention, parce que ce genre d'usage-là, c'est pas forcément que c'est mal ou pas mal. Eux, ils considèrent que c'est mal. D'autres pourraient créer des business avec ça en disant bah, je vais faire du bioprocessing de quelque chose, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut lire ces licences-là et ces restrictions en fait aux licences qu'il y a. OK ? Donc, je suis passé assez vite sur cette partie licence sans entrer en détail. Ce que je voulais, c'était illustrer un peu comment cet aspect licence-là, il permet d'identifier et de voir un peu des positionnements. Il y a d'autres aspects qui participent de ce moment Linux, de ce que moi j'appelle le moment Linux. Il y en a 3. Le premier, c'est des écosystèmes qui se créent autour de plateformes ou d'outils collaboratifs. J'en ai cité quelques-uns ici. Archive, qui préexiste bien évidemment à l'AI, mais qui est une plateforme pas mal pour échanger des papiers de recherche. Et donc les chercheurs en AI utilisent énormément cette plateforme-là pour se tenir au courant de ce qui se passe, analyser ce qui se passe dans la concurrence ou dans d'autres labos, justement, s'ils ne sont pas dans des logiques de concurrence. J'ai cité par exemple Jupyter Notebook, qui est un outil qui vient du monde de la data science et qui permet de partager des recettes et de bien expliquer le raisonnement qu'a un data scientist lorsqu'il manipule des données de ce type-là, et donc notamment avec la generative AI. Et puis GinFace, qui est que tout le monde connaît. Qui connaît GinFace ici? Bon, voilà, qui est quand même largement connu. Et pour ceux qui ne connaissent pas, allez regarder. Mais c'est en gros le GitHub de l'AI, quoi, on va dire. Donc on peut partager des modèles, des datasets, des applications exemples. Et on peut même, en leur payant aussi, bénéficier d'infrastructures, etc. Donc ça facilite énormément la collaboration. Et donc il y a vraiment tout un dynamisme et un aspect collaboratif et communautaire qui se crée grâce à ce genre de solutions. Deuxième axe qui va dans le moment Linux de la GenAI, c'est tout ce qui se fait au niveau matériel, l'optimisation matérielle. Donc tous les constructeurs de téléphones, de laptops, etc., ils sont en train de préparer des puces qu'ils vont mettre dans nos PC ou dans nos téléphones demain pour pouvoir faire tourner les modèles ou les small language models ou les tiny models de demain. Okay. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a un mécanisme qui s'appelle la quantization qui consiste en fait à réduire
la précision d'un modèle, parce qu'un modèle, ce qui retourne, c'est des vecteurs, c'est une matrice de vecteurs, enfin ce qui manipule plutôt, c'est une matrice de vecteurs. Là, on va réduire, on ne va pas mettre des flottants, on va mettre des nombres qui prennent moins de place, et donc ça, c'est plus facile, et ça peut être manipulé par des CPU classiques. C'est ça qui permet de faire tourner avec des solutions open source comme le projet Yama C++, qui est mal nommé parce qu'il fait tourner bien d'autres modèles que Yama, hein, mais qui permet de faire tourner des modèles quantisés ou pas sur des laptops, ou demain de les faire tourner dans des conteneurs, et donc de se faire des architectures. On a des LLM qui sont popés dans des conteneurs, ce genre de choses-là. Premier point. Deuxième point, c'est l'aspect décentralisation. Ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, parce que là, on observe avec le fait d'être derrière des API, des logiques commerciales très restrictives, privatives, je dirais. Je suis dans le salon open source, je peux le dire. Qu'est-ce que ça génère? Ça génère la concentration des ressources, et on a besoin de plus en plus de machines, etc. Il y a un autre aspect qui peut être la décentralisation. Il y a des choses qui se font dans ce domaine-là. Je ne peux pas trop détailler. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'Yama C++, les prochaines versions qui vont sortir de ce framework-là, ils vont permettre de faire du training et de l'inférence distribuée, donc sur plusieurs machines. Donc on commence à voir qu'il y a des choses qui apparaissent. Et puis bien sûr, il y a des gens qui commencent à essayer de 5 minutes. C'est fini. Bon, alors c'est trop bien. Je n'ai plus qu'un slide après. Et le dernier aspect, c'est tout ce qu'on connaît dans l'open source et dans le monde à la méthode Unix. On ne va pas réinventer la roue. On va plutôt essayer de faire des solutions qui s'emboîtent et qui s'articulent les unes avec les autres. Pour faire ça, on a besoin de standards. Et donc, ça génère des standards comme Onyx ou GGML, qui est celui de Yama C++, qui permet de facilement réutiliser des modèles et de les faire tourner en local, par exemple. Okay. Et on sort avec LangChain aussi, au-delà de Python, il y a LangChain qui passe en mode JavaScript, il y en a qui s'en emparent pour faire la version Java, etc. Conclusion, et ça c'est la fin. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est qu'effectivement, entre les API complètement fermées et quelque chose qui n'existe pas vraiment, qui serait la Free AI comme Free as in Freedom, on a tout un continuum, donc on a 50 nuances de gris, et c'est là il faut regarder dans le détail. On a la notion d'open weight qui se trouve un peu au milieu. Les choses à retenir et à regarder avec les détails, c'est la transitivité en amont des modèles fondamentaux sur lesquels on s'est basé, ce qu'on importe lorsqu'on adopte un dataset, les restrictions qu'on peut avoir, ou le niveau de transparence ou de fermeture qu'on peut adopter, les clauses de concurrence qui ne sont pas parfois dans les licences, mais dans les conditions d'utilisation, les restrictions liées à la Responsible AI. Et comme je l'ai dit au début de la présentation, on est passé de la recherche ouverte à un marché concurrentiel. Et moi, ce que je commence à observer et à prédire, c'est qu'on va avoir la même chose qu'on a trouvé dans l'open source, c'est-à-dire un écosystème coopétitif où finalement, via ces mécanismes d'ouverture, même des acteurs commerciaux vont se rendre compte qu'ils ont plus intérêt à collaborer, à coopérer pour pouvoir construire par-dessus. Okay, et donc c'est ça qui va, et ça, le vecteur de ça, c'est ce genre de licence dite open. Donc la collaboration, ça entraîne la commoditisation, et c'est ce que je prédis pour certaines de ces briques-là en tout cas. Donc tout ça, c'est comme l'open source. Donc l'open source et la Gen AI, pour moi, c'est complètement compatible, et je pense que même c'est une voie pour continuer à avancer dans ces choses-là et à construire des choses de plus haut niveau, comme on l'a fait quand on a commencé à construire Internet, puis les couches middleware open source, et puis remonter la stack, quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci aux sponsors, parce que pour faire un événement comme ça, il faut des sponsors. Je ne suis pas dans l'organisation de l'événement, mais je sais que ça, c'est important. Donc, merci à eux. Et puis, merci à vous pour votre attention. J'avais des trucs, mais là, j'ai pas. J'avais les QR codes pour que vous scanniez, mais là, je viens de récupérer la présentation de SlideShare, parce que ça ne marchait pas depuis mon PC. Mais pour ceux que ça intéresse, je les publierai et vous pourrez accéder à tout ça. Voilà, merci à vous.